Bouba. Alors, la cérémonie que nous réunit ce matin, comme je l'ai dit tantôt, est une cérémonie de présentation et de dédicace de l'ouvrage intitulé Latmingué Guilendiaï. Donc, qui est 500 ans d'histoire, d'hier à nos jours. Voilà, c'est l'intitulé de l'ouvrage. Alors, cet ouvrage est écrit par le contrôleur général Sataka Diop, contrôleur général de police à la retraite ou en retrait, donc, et qui s'est a fait des études en lettres modernes, c'est ça? En lettres classiques, voilà, latin et grec. Et alors, comme il est à la retraite, donc cette passion du livre, de la littérature, l'a poursuivi, et cet ouvrage est sa deuxième édition, troisième édition. Donc, et l'ouvrage parle un peu de l'histoire de ce village, de Latmingué. Et comme c'est intitulé Latmingué, ça fait plus de 500 ans. Donc, quand on parle de 500 ans, c'est toute une histoire. Et l'histoire de Latmingué est un peu liée au royaume du Saloum. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui la présence de l'actuel Boursaloum. Donc, ici présent, M. Ndao. Donc, qui est, à sa côté, il a son pharma, le colonel Diabon, et son Djaraf. Voilà, Djaraf, Malignon. Voilà. Donc là, ainsi assis, la cour du bourg est bien représentée. Voilà. Donc, merci encore, Bourg, de votre présence. Oui, bon, quand je dis Bourg, non. Quand je dis Bourg, c'est le roi. Donc, le roi du royaume du Saloum. Parce que d'antan, le Sénégal était divisé en royaumes. Et pour continuer de perpétuer l'histoire, donc à chaque fois, donc on a un bourg qui dirige le royaume. Donc, Latmingué fait partie d'une des provinces du royaume, le Lagem. Voilà. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de l'histoire parce que j'ai une voix plus autorisée pour ce matin. Et sans plus tarder, je vais passer la parole au contrôleur général de police, M. Satako Diop. Vous avez la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Et merci de votre présence à cette cérémonie qui fait suite au forum organisé ici même le 10 mai 2025 pour commémorer justement les 500 ans de notre village. Mais entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'un forum bis. Il s'agit bien d'une cérémonie de présentation et de dédicace de cet ouvrage que j'aurai l'honneur de vous présenter et qui s'intitule Latmingué Guilendiaï, 500 ans d'histoire d'hier à nos jours. Le livre que nous allons vous présenter est un ouvrage de vulgarisation au sens étymologique même du terme. Et à ce titre, il est accessible et il est destiné à un large public, donc au plus grand nombre. Il est facile à lire, à comprendre et à traduire pour les locuteurs non francophones. C'est la raison pour laquelle il a été diffusé auprès de toutes les couches de la population de Latmingué. En principe, donc, toutes les couches de la population de Latmingué sont destinataires de cet ouvrage-là. Il s'agisse des notabilités religieuses, des notabilités coutumières,
les établissements scolaires, les établissements sanitaires, tous ont reçu en principe un exemplaire gratuitement. Fruit de 20 années de recherche. C'est en réalité un résumé de récits et de témoignages issus de la tradition orale. Plus tard, je l'espère, il sera suivi, comme certains l'ont souhaité, moi-même je m'y engage. Plus tard donc, il sera suivi d'un volume mieux élaboré qui abordera en profondeur certains aspects relatifs par exemple à la prégnance des mythes et des légendes en terroir sérère. Il faut savoir qu'actuellement on est en terroir sérère. Comme l'a rappelé tout à l'heure M. Sadji, Latmingué fait partie ou faisait partie d'une province du royaume du Saloum, qu'on appelle le Lagem. Donc la prégnance des mythes et légendes en terroir sérère seront abordées en profondeur dans l'ouvrage que je compte rédiger dans la suite de ce livre qui nous réunit aujourd'hui. Sera également abordé dans ce prochain ouvrage l'insoumission spirituelle notable du groupe ethnique sérère, qui a toujours refusé donc l'insoumission depuis la vallée du Nil jusqu'à l'ère actuelle de la Sénégambie, qui se situe entre la vallée du fleuve Sénégal et la vallée du fleuve Gambie, qui est l'ère géographique occupée par les populations sérères. Ces populations ont toujours refusé donc d'être soumises par les tenants des religions dites révélées, à savoir l'islam et la chrétienté. Et ce n'est que récemment ici dans ce village que les populations ont commencé à adopter la religion musulmane en majorité. D'après les recherches que j'ai pu effectuer, ça date environ de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la plupart, l'écrasante majorité des populations de ce terroir-là étaient encore des Tchédos. Tchédos, ça veut dire les adeptes de la religion traditionnelle. Consistait à croire en fait en un seul Dieu, qu'on appelle Rog, Rogsen. Ça veut dire que les musulmans et les chrétiens qui sont arrivés ici n'ont, à mon humble avis, n'ont apporté pas grand-chose sur le plan spirituel. Parce que les Tchédos sérères croyaient en un seul Dieu, Rogsen, depuis leur origine au niveau de la vallée du Nil. C'est la raison pour laquelle c'est un aspect que je compte approfondir dans le prochain ouvrage en gestation, et qui donc va porter sur l'insoumission du groupe ethnique. Évidemment, ce sera sans prétention scientifique de ma part, ce sera simplement une contribution que je compte apporter à la suite notamment de beaucoup de travaux qui ont été effectués par quelqu'un que j'admire beaucoup, le révérend père Henri Gravran, par exemple. Il a beaucoup écrit sur la civilisation sérère. Et ce révérend père Henri Gravran parlait sérère mieux que nous tous ici. Parce qu'il parlait le sérère originel du Sine, qu'il a parcouru de long en large, qu'il a revisité pendant plusieurs siècles, et qui a fait un ouvrage remarquable sur les sérères, sur les différents royaumes sérères. Naturellement, il y a
beaucoup de ressemblances entre le royaume sérère, les royaumes sérères du Sine et du Saloum. Alors, passons maintenant à la présentation du livre. Alors, il ne s'agit pas ici de faire un récit linéaire ou de présenter les bonnes feuilles d'un ouvrage disponible depuis le 20 janvier et que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà lu, je l'espère. Donc, on ne fera pas un récit linéaire de l'ouvrage. Nous avons choisi de mettre l'accent sur un certain nombre de thématiques contenues dans l'ouvrage. D'abord, le premier aspect porte sur les mythes entourant la fondation du village de Latmingué. Latmingué a été fondé par un roi qui lui a donné son nom, Latmingué Djelen Ndiaye, qui a succédé à son oncle, qui était le premier roi du Saloum, qu'on appelait Bour Saloum. Donc le titre porté par les rois au niveau du Saloum, c'est le titre de Bour. Et nous avons jusqu'à présent cette tradition qui se perpétue à travers la présence de Bour Saloum, qui est ici présent, entouré de sa cour. C'est une tradition qui se perpétue ici, au niveau du Saloum. Et que nous encourageons naturellement. Puisque l'ancienne capitale du Saloum, c'était Kahone, avant Latmingué. Lorsque Bour Saloum, Latmingué Djelen, le roi du Saloum, a été intronisé, il a choisi de venir s'installer ici, où il a transféré donc sa capitale. Naturellement, c'était à la suite de présages. C'est la raison pour laquelle je parle de mythes. De mythes et de légendes, naturellement. Et ce genre de mythes et de légendes, on en trouve un peu partout, y compris en Europe. Souvenez-vous la fondation de Rome par Romulus et Rémus. C'est à la suite d'un présage qui avait favorisé Romulus pour la création de Rome en 750 avant Jésus-Christ. Alors, on peut comparer cette fondation de Latmingué, capitale du Saloum, par un roi, par rapport à Saint-Louis du Sénégal, par exemple. Saint-Louis du Sénégal porte le nom d'un roi français, bien connu. Mais il n'a pas été fondé par un roi, il a été fondé par des colonisateurs français. 200 ans après Latmingué. Saint-Louis, comme vous l'entendez souvent, est une cité tricentenaire. Alors que nous avons un village qui a un quintuple centenaire qui a été célébré il y a 1 an ici. Le mythe qui entoure la fondation du village est relatif au fait que le successeur du premier roi Mbégan Diour, qui résidait à Kahone, que la succession de ce roi-là faisait l'objet d'une régence. Et le régence tenait à rester le plus longtemps possible, puisque son successeur, le successeur du premier roi, successeur présomptif, qui était son neveu, selon la tradition,
qui appartenait à la lignée des Guelwaars. Alors là aussi, c'est un point que nous allons éclaircir dans notre prochain ouvrage et qui a été beaucoup abordé ici par le révérend Père Henri Gravran. L'histoire des Guelwaars, c'est une histoire à la fois légendaire et mythique, sur lesquelles d'ailleurs les chercheurs ne sont pas toujours d'accord. Il y a beaucoup de Français qui ont écrit d'ailleurs sur ces questions-là, ces questions de migration des peuples sérères, la question des Guelwaars surtout. Vous avez par exemple Maurice Delafosse, que vous connaissez tous, il a écrit là-dessus. Pinet-Laprade a écrit aussi là-dessus. Avant le révérend Père Henri Gravran. Et le professeur Cheikh Anta Diop aussi a écrit là-dessus. Donc il y a une multitude, une profusion d'écrits sur ces questions-là. Et je compte m'y inspirer plus tard pour me focaliser naturellement uniquement sur notre terroir. Puisqu'il y a énormément de ressemblances entre ce qui s'est passé dans le Sine et ce qui s'est passé ici dans le Saloum. D'ailleurs, les souverains portaient les mêmes noms, les mêmes titres, je veux dire. Dans le Sine, c'était Bour-Sine, dans le Saloum, c'est Bour-Saloum. Ils portaient le même titre de Bour, Bour qui signifie roi, en Wolof. En sérère, c'est Mad, ça se dit Mad. Donc, étant donné que le régent tenait à rester le plus longtemps possible à la tête du royaume, pendant que le successeur présomptif était encore jeune, il en a abusé naturellement. Par des pratiques mystiques qui ont fait qu'au moment où le nouveau bourg Saloum authentique devait prendre la succession, les présages l'ont averti qu'il ne pouvait pas rester à Kahone. Il devait donc transférer la capitale, ce qui a donné lieu à ce transfert de la capitale ici. Entre Kahone, l'ancienne capitale du Saloum, et Latmingué, il n'y a que le fleuve qui les sépare. Donc il y a ce mythe. Je n'irai pas en profondeur, vous pouvez, en lisant le livre, mieux comprendre. Il y a un autre aspect dans le livre que j'aimerais souligner, c'est la toponymie. Le village de Latmingué, c'est Latmingué. Latmingué signifie Laïti, fils de Mengue. Le souverain s'appelait Laïti et sa mère s'appelait Mengue. Donc, la contraction de Laïti, fils de Mengue, a donné Latmingué. C'est ça la toponymie. Récemment, il y a une étudiante en master qui est venue nous voir, nous a contactés, puisqu'elle prépare un mémoire sur la toponymie de Latmingué. Un mémoire sur la toponymie de Latmingué. Vous vous rendez compte? Donc, c'était une dame. Quand il nous a saisis, on s'est contenté de mettre à sa disposition le livre, en lui demandant de le lire et ensuite, si possible, s'il y a des questions à poser, qu'elle les pose ensuite. Et on a abordé cet aspect dans le livre, la toponymie. Latmingué signifie Laïti, fils de Mengue. Mengue, sa mère, c'était la sœur du premier roi du Saloum, Bégandour.
entre Mengue et Mbegane, il y avait une très grande complicité. Il faisait que il était tout à fait évident que la succession de Mbegane devait être assurée forcément par le fils de Mengue. Et il se trouvait que c'était un Guelewar. La lignée Guelewar se transmet par la lignée matrilinéaire. Donc c'est par la mère. Pour qu'un roi puisse être intronisé au niveau du Saloum et même au niveau du Sine, parce que c'était la même tradition, en tout cas d'après ce que j'ai lu dans l'ouvrage du révérend père Henri Gravant. Pour qu'un roi soit intronisé, il fallait qu'il appartienne à la lignée des Guelewar. Et souvent, dans le royaume du Sine, ça a donné lieu à des conflits fratricides. Parce que les descendants du roi, parfois, ils avaient tendance à penser qu'ils pouvaient succéder à leur père, alors que la tradition voulait que la succession se fasse par voie matrilinéaire. Alors, toujours parlant de la toponymie, lorsque Latmingué et sa suite sont arrivés ici, ils ont trouvé à côté un dara, c'est-à-dire une école coranique. Une école coranique, avec un maître coranique et des apprenants. Comme c'était des Tchédos, donc des tenants de la religion traditionnelle, ils ne pouvaient pas cohabiter avec un chef religieux musulman. Donc c'est ainsi qu'il y a une confrontation entre eux et le chef religieux musulman a dû s'exiler. C'est exactement la même chose qui s'est passée à Kahone entre Begandour et Elibana Moussa. Elibana Moussa, c'était à la fois un chef religieux donc qui détenait le pouvoir spirituel, mais qui se faisait passer aussi pour un tenant du pouvoir, disons, pouvoir coutumier, de la royauté en quelque sorte. Elibana, c'était un véritable roi. Donc à la fois roi et chef religieux. C'était d'ailleurs dans le cadre d'une tradition qui existait au niveau de la Sénégambie, des chefs religieux qui étaient à la fois des conquérants, des chefs de guerre, et donc finalement des rois qu'on appelait Almami. Et souvent ces Almami ont eu à faire la guerre aux Tchédos, qui étaient adeptes de la région traditionnelle. Il y a eu beaucoup de cas où ces Almami ont eu à affronter les Tchédos Sérères, adeptes de la région traditionnelle. Un d'entre eux, d'ailleurs, a perdu la vie au cours de ces confrontations dans le Sine. Et c'est ainsi donc que, sur le plan de la toponymie que je viens d'aborder, le Dara de Bakassaro, qui n'était pas d'une grande envergure, mais qu'on avait tendance à appeler Sahor, puisqu'en plus du Dara, il y avait les terres qu'ils cultivaient. Donc l'ambition, pour eux, c'était d'être en quelque sorte le relais du chef religieux qui se trouvait à Kahone et qui a été vaincu par les Tchédos. Donc ce relais a été rompu ici. Donc le toponyme de Sahor a été éclipsé par rapport au toponyme qui a pris le relais sous la forme de Latmingué. Donc cet aspect est important à souligner. Et nous attendons la réaction de cette dame qui a choisi
de préparer un master sur la toponymie de Latmingué. Mais dans tous les cas, il faut savoir que même si les Tchédos, adeptes de la religion traditionnelle, ont réussi à vaincre les musulmans, les chefs religieux musulmans, à Kaon et à Latmingué, in fine, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la plupart des populations de ce terroir-là, du Lagem et en général du Saloum, ont fini par adopter la religion musulmane. C'est le cas ici à Latmingué. La majorité écrasante des populations ont adopté la religion musulmane, alors que leurs ancêtres avaient vaincu les musulmans ici. Bon, pour éviter d'aller plus loin, en espérant que vous avez tous lu l'ouvrage et que vous êtes approprié le contenu. Donc, je m'arrête là en vous remerciant de votre aimable attention. Et si vous le désirez, on pourrait vous faire visiter quelques sites liés à l'histoire du village. Mais il fait un peu chaud, peut-être que vous pourrez remettre ça à un autre moment. Donc, sans plus tarder, on va passer à la cérémonie de dédicace pour ceux qui ont déjà acquis l'ouvrage. Je vous remercie. Général, peut-être avant l'étape de la cérémonie de dédicace, on pourrait peut-être soit prendre quelques questions ou prendre quelques réactions. Voilà. De cette aventure. C'est pour cela que je vous félicite. Et je voudrais que les intellectuels Saloum essayent de faire la même chose. Parce que l'histoire du Saloum est un peu galvaudée, hein? Parce qu'il n'y a que les traditionalistes, les griots qui en parlent. Mais il n'y a pas d'écrit. Vous l'avez dit tantôt, vous avez parlé de Pinet-Laprade, de Cheikh Anta, de Père Grand-Vran, mais presque vous êtes le seul Saloum qui ait pris cette initiative. Donc, félicitations au nom de tout le Saloum. Merci. Et véritablement l'audace, comme l'a dit Bour Saloum tout à l'heure, d'écrire sur l'histoire d'un village comme Latmingué. Et je crois qu'il l'a fait au profit des jeunes. Les jeunes doivent savoir, doivent connaître leur terroir, doivent connaître l'histoire de leur village. Et ça, c'est très important. En tout cas, nous le félicitons très bien parce que en lisant le livre, vous verrez qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont déroulés dans le village, qui sont relatés dans le livre. En tout cas, c'est un recueil d'informations qui aide les populations, surtout les jeunes, à se ressourcer, à connaître l'histoire du village. Alhamdulillah, ce qui nous manquait, en tout cas, on se fiait sur tout ce que l'on racontait. C'était des fragments que les gens récupéraient dans la tradition orale. Si aujourd'hui on a pu compulser et créer un livre vraiment qui corrobore l'ensemble alors de ces acquis et qui sont compulsés pour faire un livre, mais vraiment ça c'est une bonne chose et vraiment qui nous réjouit et qui puisse encore servir en tout cas de guide pédagogique même pour certaines formations scolaires, etc. Je vous remercie. La première impression vient de la présentation que vous avez faite. Vous m'avez présenté comme directeur du site intégré. Je m'arrête au mot intégré pour parler de ce fameux livre je vais l'appeler général.
Satako Diop, qui intègre un certain nombre de valeurs et qui nous pousse, nous autres, à mieux nous connaître. Parce qu'il y a une réalité, elle n'est pas seulement africaine, elle est mondiale. C'est le slogan, se connaître pour mieux se valoriser. Quand tu ne te connais pas, tu ne peux pas te mettre en valeur. Donc ce livre-là participe pour les Latmengois, peut-être aussi pour la communauté du Laguem, à mieux se connaître. Pour que demain, on ne sait jamais, des débats peuvent avoir lieu, des références seront sur ce livre-là et ça va servir. Donc c'est pourquoi nous félicitons de ce livre qui nous permet de voir encore l'histoire de ce village. Et peut-être qu'il y a, comme il l'a dit, des choses qui ne sont pas complètes, mais au moins il a créé un déclic. Et nous allons, en principe, nous avons l'obligation de nous engager sur cette voie pour mieux parfaire ça et pour qu'on puisse tous mieux connaître le Saloum, pour ne pas dire le Sénégal. Et à travers ça, on a insisté sur l'ethnie sérère, bien que le village, bon, c'est un village multipote, mais nous avons aussi l'obligation de présenter les Sérères aux populations sénégalaises qui ne connaissent pas très bien les Sérères. J'y ajoute, si nous prenons le Sénégal dans sa globalité, il y a l'ethnie sérère qui est au centre. Toutes les autres ethnies découlent de l'ethnie sérère au centre. C'est vrai qu'au moment où nous arrivions, il y avait le grand empire du Manding, mais nous nous avons intégré avec l'empire du Manding. C'est pourquoi il y a eu ce croisement entre Sérère et Manding. Même certains rois du Saloum, du Sine et même du Jolof extra étaient des comment on les appelait là? J'ai oublié le truc. Mais c'était un groupe social à travers une famille de donc Maïsawali John, toutes ces personnes-là, à la limite, ont eu souvent des noms de famille mandingue qu'on a. Prenez par exemple l'histoire du les Lébou, qui ne sont pas un groupe ethnique, mais un groupe social, sont essentiellement d'individus d'origine sérère. Maintenant, avec la socialisation mandingue, comme je l'ai dit, l'empire du Mandingue qui se fait, il y a des Manés qui sont passés pour les loups, des Sicila qui sont les loups. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des Sérères, il y a des tout. C'est comme ici aussi au niveau de notre zone, avec l'empire du Gabou, parce que c'est l'éclatement du Gabou qui a permis l'existence de beaucoup de contrées ici. C'est pourquoi aussi il y a le brassage ethnique. Tu vois des Cissés qui se font passer pour des Wolofs. Tu vois des Sonko là-bas de l'autre côté, par exemple André Sonko qui se faisait passer pour une Sérère. Mais de l'autre côté, si vous avez un Casamance, vous trouvez les mêmes livres. Donc voilà la réalité sociologique dans laquelle nous vivons. Et c'est important que ce livre-là permette aux gens de se ressourcer, mais aussi de l'enrichir. Voilà l'obligation que nous avons. Merci. Monsieur Salou Diouf. Les premières impressions, c'est une impression de contentement, vu que le général a fait quelque chose qui est très difficile. Écrire n'est pas donné à n'importe qui. Il a osé, surtout écrire sur une histoire qui est une histoire tellement séculaire. Presque la fois passée, on venait de fêter les 500 ans de Latmingué, 5 siècles déjà, et faire un condensé sur ses écrits. Pour présenter ça à la population de Latmingué, on peut avoir une fierté. Et j'appelle aussi la jeunesse de s'en approprier de ce livre pour en voir le contenu. C'est très important parce que la lecture aussi, ça nourrit l'esprit et ça va nous permettre aussi d'avoir d'autres connaissances dans la vie. Je rends tout d'abord grâce à Dieu d'être témoin. Après la première cérémonie, c'était passé ici le 10 mai. Donc maintenant que l'ouvrage est apporté de très choquant, nous allons voir le contenu et nous l'approprier. Parce que déjà, on était imprégnés. Nous ne pouvons que remercier l'auteur d'avoir rassemblé ce qui était dit autrefois tradition orale et mettre ça à la disposition donc, des populations d'aujourd'hui et même de celles de demain. Donc, c'est ça, c'est utile.
Nous ne pouvons dire aussi qu'il l'a fait qu'ébaucher. Hein? Il a donné l'exemple aux jeunes, parce que ça, c'est une première à Latmingué. Nous n'en avons jamais eu. Donc, les générations futures, ou bien celles d'aujourd'hui même, sont interpellées. Donc, elles doivent avoir le courage de poursuivre cette lancée-là. Merci beaucoup, c'est ce que j'avais à dire comme... Tout à découvrir dans ce livre que je n'ai pas encore lu, mais je pense que c'est un très très beau travail et qui était nécessaire pour la communauté de Latmingué. Encore bravo à l'auteur et j'ai hâte aussi de pouvoir peut-être un jour lire la seconde contribution qui doit venir.